Mes amis, bonjour et quel plaisir de vous retrouver. Il y a quelques jours seulement, la Corée du Nord a procédé à un nouveau test de missiles balistiques, lancé cette fois depuis un sous-marin. Jusqu'ici, rien de nouveau au cours des dernières années. La Corée du Nord a multiplié les essais dans le cadre de son programme d'armement nucléaire. C'est presque devenu une routine. D'abord un tir de missile, ensuite la réaction, on en parle un peu, mais rapidement, ça revient au calme et on oublie la question. Non, c'est pas comme si on parlait d'un petit problème diplomatique. On parle d'un régime autoritaire qui s'arme de missiles nucléaires dans une des régions les plus militarisées et les plus sensibles de toute la planète. Les choses pourraient rapidement dégénérer, sans parler de la situation humanitaire qui est déplorable à l'intérieur du pays. Or, tout ça ne semble rien changer. Après plus de 70 ans, la Corée du Nord continue d'exister. En soi, c'est surprenant. Quand on pense à Cuba, au Moyen-Orient, à l'Amérique latine, aux coups d'État ainsi qu'aux révolutions sponsorisées par les grandes puissances partout à travers le monde depuis les années 50, il est presque incompréhensible que le régime nord-coréen ait réussi à survivre jusqu'à aujourd'hui. En fait, soyons honnêtes, c'est comme si la Corée du Nord était tolérée par les gros joueurs de la région. Comme si le Sud, la Russie, la Chine, les États-Unis, le Japon avaient tous intérêt, d'une manière ou d'une autre, à ce que le statu quo persiste. C'est un angle fascinant qui est très rarement exploré dans les médias puisque les analyses sur la question se concentrent souvent sur l'aspect militaire ou encore sur le programme d'armement. Mais aujourd'hui, on va aller beaucoup plus loin et exposer les raisons profondes, les raisons géopolitiques qui expliquent la pérennité du régime nord-coréen. D'entrée de jeu, il y a un fait évident qu'il faut établir. Autant les États-Unis que la Russie, la Chine et le Japon sont au courant qu'un effondrement total de la Corée du Nord serait catastrophique. Ça, il faut bien le comprendre. Au-delà de la géopolitique, la compétition entre les grandes puissances, il y a une réalité pratique avec laquelle il faut composer. Une intervention contre le régime nord-coréen, qu'elle soit réussie ou ratée, se transformerait presque assurément en véritable crise humanitaire avec des millions de blessés, de morts et de réfugiés. Alors c'est pas là-dessus qu'on va se concentrer aujourd'hui. Plutôt, on va essayer de démontrer que si la Corée du Nord existe toujours, c'est aussi parce que les grandes puissances ont toutes trouvé le moyen de tirer avantage de la situation afin d'avancer leurs propres intérêts. Commençons par les États-Unis. Pour Washington, sur le plan géopolitique, la Corée du Nord est un véritable cadeau. Ça peut avoir l'air contre-intuitif ou même absurde, mais il suffit de se mettre dans la peau d'un stratège américain pour comprendre exactement de quoi il est question. En gros, la Corée du Nord, ce n'est pas une menace pour les États-Unis. Au contraire, c'est le prétexte parfait pour avancer les pions américains dans la région Pacifique sous le couvert d'une justification défensive. Tout est une question d'influence, de positionnement face à la Chine et de préparation à un éventuel conflit. Prenez la Corée du Sud, par exemple. C'est essentiellement un satellite américain. Les États-Unis ont environ 30 000 soldats déployés en permanence au pays. Ils y opèrent un système antimissile, ils vendent des armes à coût d'1 milliard, déploient des avions furtifs, font des exercices conjoints. Les bases américaines, elles, sont partout sur le territoire, elles sont bruyantes, elles polluent, elles dérangent, elles sont symboles d'une forme de tutelle américaine qui ne s'est jamais vraiment terminée après la guerre de Corée. Donc, si ce n'était pas de la Corée du Nord et de la menace qu'elle représente, pensez-vous vraiment que la Corée du Sud accepterait d'être vassalisée de la sorte par l'Amérique? Bien sûr que non. Par sa simple existence, le Nord force le Sud à se réfugier sous le parapluie de sécurité de Washington. Pour les États-Unis, c'est parfait, parce que ça leur permet de renforcer leur posture dans le Pacifique face à la Chine, sans alarmer cette dernière ou encore provoquer de réponses équivalentes. La logique est sensiblement la même pour le Japon. Notamment sous le prétexte de la menace nord-coréenne, plus de 60 000 soldats américains sont déployés en permanence à travers au moins 120 bases militaires. Quand on inclut les quelques 20 000 troupes à Guam, on arrive à plus de 110 000 soldats américains positionnés en permanence dans la région Pacifique. À presque chaque année, les forces armées japonaises et sud-coréennes participent à divers exercices conjoints avec les États-Unis, des exercices que la Chine déteste, mais pour lesquels elle ne peut rien dire, puisqu'ils sont organisés sous le prétexte de la supposée menace nord-coréenne. Pour Washington, c'est brillant. Non seulement ça permet d'exercer une influence dans la région et de rassembler deux alliés sous son commandement, mais en plus, et surtout, ça permet aux États-Unis d'utiliser la Corée du Sud et le Japon
comme deux énormes bases militaires à ciel ouvert. Et soyons clairs, ces deux positions sont absolument essentielles à la posture stratégique des États-Unis dans le Pacifique. Sans elles, l'armée américaine se retrouve repoussée à des milliers de kilomètres de la Chine, jusqu'à Guam et Hawaï. Les implications sont profondes. Ça veut dire que dans l'éventualité d'une invasion de Taïwan par la Chine, une éventualité de plus en plus probable, les États-Unis seraient littéralement incapables de répondre. La puissance de feu nécessaire serait carrément indisponible au cours des premiers jours cruciaux de l'affrontement. Voyons ça autrement. Imaginons si la Chine avait 110 000 soldats déployés en permanence un peu partout à Cuba et au Mexique, avec de l'armement avancé, des porte-avions, des sous-marins, des navires, des radars sophistiqués, des missiles nucléaires, tout ça pour se défendre face au Guatemala. Disons qu'on aurait des doutes. Disons que Washington serait sur les talons. Ensuite, imaginez que le Mexique s'aligne avec la Chine et que les deux se mettent à tenir des exercices conjoints pour contenir la menace guatémaltèque. Comment on le verrait exactement? C'est une vulgarisation, bien sûr, mais vous voyez où je veux en venir. Le prétexte nord-coréen permet aux États-Unis de projeter une puissance de feu complètement démesurée face à un adversaire qui, stratégiquement, ne représente pas une réelle menace. Il suffit de regarder le système de défense antimissile des États-Unis dans le Pacifique pour en avoir un bon exemple. Ce système est réparti en des navires, des satellites et des sites terrestres à Guam, à Hawaï, en Alaska et en Californie, afin de stopper un missile intercontinental lancé vers le continent américain. Normalement, le déploiement de ce genre de système serait dénoncé comme une forme de prolifération nucléaire, peut-être même comme un bris de certains traités internationaux. Cela étant dit, puisqu'il est largement présenté comme une mesure défensive face à la Corée du Nord, le bouclier antimissile américain dans le Pacifique est toléré par les autres grandes puissances ainsi que par les instances internationales. Bien sûr, il est absolument vrai que la Corée du Nord possède des armes nucléaires ainsi que des missiles à longue portée, mais leur nombre est beaucoup trop faible pour envisager une attaque sérieuse face au continent américain. Encore une fois, c'est un prétexte. On pourrait continuer avec les bombardiers ainsi que les chasseurs furtifs. La Corée du Nord a beau avoir un certain niveau de défense aérienne, c'est rien de suffisant pour justifier le déploiement de F-22 ou encore de F-35, des avions de dernière génération dont le Pentagone ne dispose seulement d'un nombre limité. Ils sont là pour une raison, et cette raison, c'est la Chine. Pour les États-Unis, la présence de la Corée du Nord permet de se préparer dans l'ombre et de mettre la table en attendant le véritable rendez-vous. Ainsi, il est absolument dans l'intérêt de Washington de maintenir l'isolement du régime nord-coréen à travers des sanctions économiques et diplomatiques. Ça empêche la Corée du Nord de se normaliser tout en maintenant le statu quo. Or, tout ça a aussi une conséquence directe, et c'est de pousser la Corée du Nord dans les bras de la Chine, qui n'a pas les mêmes prétentions en matière de droits de la personne et qui, à sa propre façon, a trouvé le moyen d'exploiter l'existence de la Corée du Nord, afin d'avancer, elle aussi, ses propres intérêts stratégiques. Pour la Chine, la Corée du Nord est une forme de buffer state ou d'État tampon, permettant de couper l'accès terrestre à son territoire. Encore une fois, il suffit d'examiner une carte avec l'œil d'un stratège pour bien comprendre de quoi il est question. La péninsule coréenne est un point d'entrée parfait pour mener une armée jusqu'au cœur de la Chine. Sur un front terrestre limité, la supériorité numérique chinoise perd de sa valeur 2 fois consécutives. C'est donc par la Corée que le Japon a envahi le territoire chinois en 1895 et en 1937. Protégé par les déserts et les steppes au nord, par l'Himalaya au sud-ouest, ainsi que par la mer à l'est, la Chine a maintenant compris la leçon. La présence d'un État tampon en Corée permet de sceller le seul accès terrestre crédible au territoire chinois. Ce que ça veut dire, c'est qu'une offensive contre la Chine par n'importe quel adversaire n'aurait pas d'autre choix que de passer par la voie maritime, ce qui serait beaucoup plus facile à défendre pour la Chine. Demandez à n'importe quel général, les débarquements sont dangereux, imprévisibles, complexes, et on essaie de les éviter à tout prix afin de limiter les pertes humaines. En fait, la Chine regarde les choses de manière très pragmatique. Si la Corée du Nord s'effondre, il y a 2 options. La première, c'est que la Chine annexe le territoire et ses 25 millions d'habitants avec tous les énormes problèmes que ça implique sur les plans sociaux, culturels, politiques et économiques, tout en créant une énorme frontière terrestre de plus de 200 km de large avec les alliés américains via la Corée du Sud.
C'est un plan risqué qui n'en vaut probablement pas la peine. Les Nord-Coréens ne parlent pas mandarin, n'adhèrent pas à la culture chinoise, sont hautement endoctrinés, généralement peu éduqués, sans compter que le territoire est sous-développé et qu'il faudrait des décennies pour l'intégrer entièrement. Ce serait, pendant des années, et de loin, la province la plus pauvre de Chine, ainsi que la plus difficile à administrer. Ce qui nous amène à la deuxième option. Si vous aimez la vidéo jusqu'ici, un abonnement à la chaîne serait très apprécié. La deuxième option, c'est qu'après son effondrement, la Corée du Nord est absorbée par le Sud et la Corée est enfin réunifiée. Or, pour la Chine, cette solution n'est guère mieux. Non seulement cette nouvelle Corée serait probablement toujours alignée avec les États-Unis, mais encore pire, elle partagerait avec la Chine une énorme frontière terrestre, cette fois de plus de 600 km de large, livrant directement jusqu'aux portes de la capitale chinoise, Beijing. Pour la Chine, ce scénario est absolument hors de question. Et puisque les deux options sur la table sont indésirables et nuisibles aux intérêts chinois, eh bien la Chine préfère garder la situation telle qu'elle. Après tout, il faut regarder la réalité en face. La Corée du Nord est déjà un satellite chinois qui est hautement dépendant de la Chine et dans l'éventualité d'un conflit militaire dans la région, les forces nord-coréennes agiraient déjà essentiellement comme une extension de l'armée chinoise. Donc pourquoi Beijing en ferait plus? Surtout si ça risque de déstabiliser la région et nuire à ses intérêts. Il n'y a aucune raison. Il ne faut surtout pas négliger le joker formidable que pourrait représenter l'armée nord-coréenne s'il fallait par malheur qu'une guerre sérieuse éclate dans la région. Il n'y a aucun doute que les quelques 2 millions de soldats et de réservistes du pays se battraient avec acharnement, eux qui depuis leur plus jeune enfance ont été endoctrinés et préparés pour un affrontement ultime et final avec l'Amérique. Pour eux, le conflit prendrait une dimension quasi spirituelle, comme un rendez-vous avec l'histoire ou la destinée. D'ailleurs, parlant d'endoctrinement, il y a un dernier point qui est rarement abordé quant à la relation entre la Chine et la Corée du Nord, et c'est que le Parti communiste chinois tire un avantage politique d'avoir pour voisin un autre régime communiste autoritaire qui est complètement dysfonctionnel, puisque ça permet au Parti communiste de pointer vers la Corée du Nord et de dire au peuple chinois « Vous voyez, ça pourrait être bien pire. Nous sommes de bons gestionnaires, et voici à quoi ça pourrait ressembler. » Quand on se compare, on se console. Faut donc pas se surprendre de voir que la Chine n'a aucun problème à sanctionner la Corée du Nord. C'est très simple. Plus le pays est isolé, plus il est dépendant de Beijing. Si les sanctions vont trop loin et qu'elles menacent la stabilité du régime, alors la Chine intervient. Tout est un jeu d'équilibre. Encore et toujours. Prenez le Japon par exemple. Il compte environ 125 millions d'habitants. La Corée du Sud, elle, n'en compte que 50 millions. Tokyo est donc très confortable à l'idée que la Corée reste divisée, puisque ça empêche l'émergence d'une nouvelle puissance rivale dans la région immédiate, en plus de justifier son réarmement sous un prétexte défensif. C'est froid, mais c'est la réalité. Si le Japon, la Chine et les États-Unis tolèrent tous la Corée du Nord dans une certaine mesure, c'est qu'ils ont tous trouvé le moyen d'en tirer avantage d'une manière ou d'une autre, et que tous, malgré les dangers, ont déterminé que les alternatives étaient bien pires. Si on a choisi de vous présenter le dossier nord-coréen à partir de cet angle plus stratégique, c'est parce qu'on voulait vous apporter quelque chose de différent. Tout le monde parle de la Corée du Nord, mais toujours de la même manière. On voulait à tout prix éviter ça. En fait, la première question qu'on se pose quand on réfléchit à un sujet et à un angle pour l'aborder, c'est « est-ce que quelqu'un d'autre pourrait le faire ?» Si la réponse est oui, c'est qu'on ne fait pas nos devoirs, qu'on va pas assez loin, qu'on manque d'originalité dans notre approche et qu'on doit pousser la réflexion, sinon carrément changer de sujet. Si vous pensez que notre émission est importante, je vous invite à devenir membre exclusif de 7 jours sur Terre pour aussi peu que 1 $ ou 1 € par mois au 7jourssurterre.com/abonnement. C'est seulement grâce à votre appui qu'on peut être entièrement libre et je vous en remercie chaleureusement. C'était Benjamin Tremblay et 7 jours sur Terre. À la semaine prochaine.